L'affaire d'aujourd'hui est, tout comme la dernière, une affaire récente puisqu'elle a eu lieu en 2018. Nous allons aujourd'hui aller à Portland, dans l'Oregon, au sein du couple Crampton-Brophy. Au moment des faits, Nancy Crampton est une femme de 68 ans, elle est romancière. Son mari Daniel, 63 ans, est chef cuisinier et enseignant à l'Oregon Culinary Institute, une école culinaire où il travaille depuis 2006. Ils vivent dans la banlieue de Portland, un quartier plutôt tranquille, en élevant des dindes, des poulets et en s'occupant de leur jardin et de leur potager. Daniel avait 27 ans lorsqu'il a épousé Nancy et il a des enfants d'une précédente union. Et comme il est chef cuisinier, il adore préparer des repas à sa femme et d'ailleurs Nancy est fière du travail de son mari à l'Institut et n'hésite pas à partager quelquefois des vidéos de lui sur Facebook. Bon, même si sur son site web, elle écrit que leur mariage, comme tous les autres, a ses hauts et ses bas. Ils ont sinon une vie plutôt agréable, même s'il semble qu'ils aient des problèmes financiers et ces problèmes deviennent vraiment gênants entre la période 2014 et 2017. Chaque mois, le budget doit être calculé car il est plutôt serré. Nancy tente alors, elle, de maintenir leur quotidien en autopubliant plusieurs romans. Elle écrit dans tous les styles, du roman d'amour au roman érotique, en passant par des romans de suspense romantique. Elle a notamment écrit The Wrong Husband, The Wrong Lover, Hell on Earth, etc. Ces livres décrivent tous des histoires de tentatives de meurtre, de luxure, de crimes et d'infidélité. Par exemple, dans The Wrong Husband, il s'agit d'une femme qui tente d'échapper à son mari violent en se cachant en Espagne lors de leur voyage d'anniversaire. En tout cas, et malheureusement, ces livres ne suffisent pas pour sortir la tête de l'eau. Ils sont toujours en retard pour rembourser leur crédit. Nancy devient alors à ce moment-là de plus en plus désespérée financièrement et dans le même temps, sa carrière d'écrivain stagne. Puis un jour, en novembre 2011, bien avant leur pénible période financière, elle écrit un article de blog intitulé « Comment assassiner votre mari » qu'elle poste sur le site Seeing Jane. Elle a commencé par écrire « En tant qu'auteur de suspense romantique, je passe beaucoup de temps à penser au meurtre et par conséquent à la procédure policière. Après tout, si le meurtre est censé me libérer, je ne veux certainement pas passer mon temps en prison. Et laissez-moi vous dire aussi clairement que je n'aime pas les combinaisons et que l'orange n'est pas ma couleur. » Cet article détaillait ensuite des motifs potentiels pour vouloir tuer son mari. Par exemple, le motif financier, car, selon ses écrits, un divorce coûte cher et il faut partager ses biens. Ensuite, autre motif, si son partenaire ment, triche et est infidèle. Dans ce cas-là, elle explique qu'en colère, on peut lui cogner la tête ou le poignarder avec un couteau de cuisine. Ensuite, autre motif, s'il a un comportement abusif. Et enfin, dernier motif, le tuer si vous tombez amoureux de quelqu'un d'autre. Elle explique alors que comme l'Église réprouve le divorce, pour ne pas tomber en disgrâce auprès de la religion, il est préférable d'être veuve. Elle donne ensuite également au lecteur des options, des conseils sur l'arme à utiliser. Par exemple, elle ne conseille ni les armes à feu, qui sont trop bruyantes, ni les couteaux, car selon elle, c'est beaucoup trop sanglant. Ensuite, elle évoque le poison, en expliquant qu'il s'agit de l'arme de la femme, mais que pour autant, ce n'est pas l'arme idéale, car il faut un certain temps pour que le poison agisse et tue le partenaire. Elle évoque aussi d'autres méthodes, comme cet exemple où elle dit « Des maris ont déjà disparu des bateaux de croisière, pourquoi pas le vôtre ?» Elle explique aussi que la police n'est pas stupide, qu'ils soupçonnent toujours le ou la partenaire en premier. Elle conseille alors au lecteur d'être vraiment organisé, impitoyable et intelligent. Et enfin, retenez bien, elle déclare « Ce que je sais du meurtre, c'est que chacun d'entre nous en est capable quand on le pousse assez loin. » Et le plus important à retenir pour notre affaire, c'est qu'elle y précise donc que l'argent est un motif suffisant pour tuer son conjoint. C'est un élément à retenir car Nancy et son mari font alors par la suite face à de gros problèmes financiers et Nancy est donc de plus en plus désespérée. Retenons aussi qu'en 2018, lors du drame, si Daniel venait à mourir, elle sera la seule bénéficiaire de son assurance vie et récoltera près de 1,5 million de dollars.
Ce montant comporte 10 assurances vie ainsi qu'une indemnisation d'accident de travail, ce qui veut dire que si elle veut percevoir cette indemnisation dans sa totalité, eh bien son mari doit mourir dans le cadre de son travail. Le couple disposait aussi d'environ 312 000 $ de capitaux propres dans leur maison, donc ça fait pas mal d'argent. Et pour Nancy, le choix est alors vite fait. Soit elle gagne 1,5 million de dollars et plus encore, soit elle reste cloîtrée dans sa vie qui s'enfonce alors dans les difficultés financières. Bon, il est bien dommage que l'argent, encore une fois, passe avant l'amour. Et quant à Daniel, eh bien il ne semble pas qu'il ait trouvé son article très suspect. Comme elle était romancière, eh bien il devait sans doute être habitué à son contenu un peu suspense particulier. Ou peut-être sinon il n'a jamais lu la moindre ligne de cet article. Après tout, c'était un article de blog et non un roman publié. En tout cas, quoi qu'il en soit, eh bien Nancy n'a pas mis son plan à exécution tout de suite. C'est seulement 7 ans après la rédaction de l'article qu'elle a froidement assassiné son mari. Nous voilà donc 7 ans plus tard en 2018. Nancy et Daniel sont maintenant ensemble depuis 21 ans. Et c'est le 2 juin 2018, le jour du meurtre. Le 2 juin 2018, Daniel Brophy se rend à l'école où il travaille. Et il semble être seul dans l'établissement. Et c'est dans une cuisine vers 7h30 qu'il a été tué. Il a été retrouvé mort sur le sol de sa salle de classe un peu plus tard dans la matinée par ses élèves qui commençaient à arriver en cours. La police a ensuite été contactée et une fois sur les lieux, ils ont essayé de le réanimer, mais malheureusement, il était trop tard. Il a ensuite été établi que Daniel avait reçu 2 balles dans le dos alors qu'il était devant un évier de cuisine. Une première balle a traversé sa colonne vertébrale, le paralysant. Puis la deuxième balle, tirée à bout portant, lui a transpercé le cœur. Sur les lieux, les enquêteurs ont ensuite retrouvé 2 douilles de 9 mm. La cuisine ne montrait aucun signe d'effraction, aucun signe de lutte, ni aucun signe de vol, car le portefeuille contenant de l'argent et des cartes de crédit, ainsi que le téléphone portable et les clés de voiture de Daniel, eh bien, étaient toujours sur lui au moment de sa mort. Les enquêteurs ont ensuite contacté sa femme, Nancy, qui est aussitôt arrivée sur les lieux. Nancy a déclaré que la dernière fois qu'elle avait vu son mari était le matin même, très tôt, alors qu'il réparait un évier qui fuyait chez eux. Ensuite, elle a déclaré être chez elle à l'heure de la mort de son mari. Nous voilà maintenant le lendemain de la mort de Daniel. Nancy a publié un message sur Facebook en annonçant la nouvelle. Pour mes amis et ma famille sur Facebook, j'ai une triste nouvelle à annoncer. Mon mari et meilleur ami, chef Dan Brophy, a été tué hier matin. Pour ceux d'entre vous qui sont proches de moi et qui estiment que j'aurais dû téléphoner directement, vous avez raison. Mais j'ai du mal à donner un sens à tout cela en ce moment. Bien que j'apprécie toutes vos réponses affectueuses, je suis accablée. S'il vous plaît, reportez vos appels téléphoniques pendant quelques jours encore jusqu'à ce que je puisse me relever de tout ça. Puis dans les semaines qui ont suivi, son comportement est rapidement devenu étrange. Les enquêteurs ont interrogé les voisins et les amis de Nancy et Daniel. Et ils ont déclaré que Nancy voulait vendre la maison depuis un moment et voyager à travers le monde, mais qu'elle pensait ne pas pouvoir convaincre son mari de la suivre. Et maintenant que son mari était décédé, eh bien Nancy se préparait effectivement à déménager. Un voisin, Don McConnell, a déclaré qu'elle ne semblait pas plus bouleversée que cela à la suite de la mort de Daniel. Il trouvait qu'elle prenait d'ailleurs plutôt bien la chose. Il s'est alors tout simplement dit que certaines personnes savaient mieux gérer les choses que d'autres. Par la suite, il lui a demandé si elle avait entendu des choses sur l'enquête qui était en cours. Elle a répondu qu'elle n'était pas au courant de quoi que ce soit, mais que cependant les enquêteurs la considéraient comme une suspecte. Mais elle ne semblait pas s'en soucier pour autant. Don McConnell n'a pas été très surpris car il s'est dit que les enquêteurs soupçonnaient toujours le conjoint en premier lieu. Et Nancy le savait, donc ça ne semblait pas vraiment la déranger non plus. Donc voilà, personne n'était inquiet. Qu'ont ensuite découvert les enquêteurs lors de leur enquête ? Eh bien, ils ont rapidement découvert déjà les problèmes financiers du couple. Ainsi que le fait que Nancy empocherait la somme de 1,5 million de dollars d'assurance vie en cas de décès de son mari, plus une indemnisation s'il venait à mourir dans le cadre de son travail.
Et à savoir aussi qu'il ne s'était marié légalement que peu de temps avant le meurtre de Daniel. En 1997, ils avaient en fait organisé une grande fête pour célébrer leur union, mais il n'y avait rien d'officiel. Leur mariage a été officialisé seulement peu de temps avant le drame. Ensuite, les enquêteurs ont découvert que Nancy avait tenté d'obtenir le versement de l'assurance vie de son défunt mari ainsi que l'indemnisation d'accident de travail. Pour cela, elle a écrit à un enquêteur 4 jours après le drame en lui demandant de l'écarter des suspects dans la mort de son mari afin qu'elle puisse rapidement récupérer la police d'assurance vie. Car si elle était considérée comme suspecte, si on découvrait qu'elle était impliquée dans le drame, eh bien elle ne pourrait pas toucher cet argent. C'est pour cela qu'elle a rapidement entamé des démarches pour récupérer la somme de l'assurance vie. Ensuite, toujours au cours de l'enquête, les enquêteurs ont visionné des images de surveillance des caméras qui se trouvaient près de la scène de crime. L'école, elle, ne disposait pas de caméras de surveillance, mais il y en avait à proximité, dans les rues aux alentours. Et c'est sur ces images qu'ils ont pu apercevoir une fourgonnette, la même que celle que conduisait Nancy. Cette fourgonnette est aperçue sur les lieux une demi-heure avant la mort de Daniel, puis elle aurait été vue quittant l'Institut culinaire de l'Oregon peu de temps après qu'il a été abattu. Ça commence maintenant à faire quand même beaucoup d'éléments contre sa femme. Puis les enquêteurs ont découvert ensuite que Nancy avait fait des recherches internet au sujet de différentes armes. Elle a notamment fait des recherches concernant Glock 17 et pistolet fantôme. Au sujet des pistolets fantômes, eh bien, il s'agit en fait d'armes à feu non enregistrées et introuvables. Et elle a acheté un kit d'assemblage de pistolets fantômes sur internet la veille de Noël 2017. Et c'est son mari Daniel qui a signé et réceptionné le colis en janvier 2018 sans savoir ce que celui-ci contenait. Puis plus tard, dans un entrepôt, les enquêteurs ont retrouvé un kit d'assemblage de pistolets fantômes. Coïncidence ou pas. Nancy aurait donc acheté ce kit puis aurait essayé de s'en débarrasser plus tard. Pourquoi s'en est-elle débarrassée ? Eh bien en fait, comme il s'agit d'un kit, elle devait assembler les différentes pièces afin de reconstituer l'arme. Mais a priori, elle n'y est pas parvenue. Elle a donc tenté de s'en débarrasser et a ensuite acheté une autre arme, donc le Glock 17. C'est donc à une exposition d'armes à la Portland Gun Expo qu'elle a acheté le fameux Glock 17 en février 2018. Et les enquêteurs découvriront ensuite que le mois suivant l'achat de cette arme, elle a commencé à s'entraîner dans un stand de tir. Puis Nancy, après le drame, a ensuite tenté de se débarrasser de cette arme également. Et d'ailleurs, elle n'a jamais été retrouvée. Et le Glock 17, dont les douilles sont des douilles de 9 mm, comme celles qui ont été retrouvées sur le lieu du crime, eh bien c'est donc la même arme que celle qui a été utilisée pour tuer son mari. Mais pour la police, il n'a pas tout de suite été évident d'identifier l'arme du crime malgré les douilles retrouvées sur les lieux, car Nancy aurait donc utilisé le Glock 17, mais par contre elle aurait par la suite remplacé le canon de l'arme par un mécanisme identique acheté sur eBay, ce qui a alors empêché les experts légistes de faire correspondre les balles retrouvées avec le système de glissière d'origine. Bon, on est d'accord, c'est un peu compliqué à comprendre, mais en gros, elle a échangé le canon du Glock 17 par un autre, ce qui a empêché de savoir de quelle arme les balles ont été tirées. Je m'y connais pas du tout en armes, en tout cas, peu importe, la police a confirmé que Daniel Brophy a bien été tué avec un Glock 17, la même arme que celle que Nancy a donc essayé de vendre plus tard sur internet. Mais malheureusement, cette arme n'a jamais été retrouvée. Et Nancy aurait donc acheté ces armes plusieurs mois avant le meurtre de son mari. Finalement, après avoir fait ses multiples découvertes et 2 mois après la mort de Daniel Brophy, en septembre 2018, sa femme Nancy Crampton a été arrêtée pour meurtre. Elle a été accusée de meurtre et d'utilisation illégale d'une arme. Aucun autre suspect n'a jamais été identifié dans le meurtre de Daniel.
et le motif du meurtre, sans surprise, aurait donc été l'argent puisqu'il s'agissait pour elle donc de récolter 1,5 million de dollars de l'assurance vie. Mais pas seulement, Nancy souhaitait aussi commencer une nouvelle vie, comme elle le disait à ses amis et à ses voisins. Elle souhaitait vendre leur maison et parcourir le monde. Daniel, lui, appréciait sa vie. Bon, pas les problèmes financiers, mais il appréciait sa maison, il appréciait son jardin, ses poules, son style de vie. Il savait apprécier les choses simples de la vie. Seulement, Nancy, elle en avait assez des problèmes financiers. Bon, ce qui peut se comprendre, mais elle voulait plus. Elle voulait voyager, elle voulait de l'aventure. Elle voulait un style de vie que Daniel ne pouvait pas vraiment lui donner. Son procès a eu lieu récemment, en avril 2022. Elle est alors âgée de 71 ans. Elle a plaidé non coupable pour le meurtre et a nié avoir assassiné son mari. Au cours du procès, elle a pris la parole et elle a déclaré qu'elle aimait son mari et qu'elle n'avait aucune raison de le tuer. Elle a précisé qu'ils avaient fait plusieurs escapades romantiques les mois précédant sa mort et qu'ils avaient même prévu de faire un nouveau voyage en été au Mont Rushmore. Concernant leurs problèmes financiers, elle a affirmé qu'elle était plus à l'aise au niveau financier avec son mari en vie, rejetant alors les allégations de meurtre pour l'argent. Elle a déclaré que c'est après la mort de son mari que ses finances s'étaient détériorées. Elle a aussi déclaré et affirmé qu'ils avaient des problèmes financiers, mais que ces problèmes avaient été en grande partie résolus, que ce n'était pas si désastreux que certains pouvaient le faire croire. Elle a alors expliqué qu'elle et son mari avaient pris de l'argent, 35 000 dollars pour être précise, sur le plan épargne retraite de Daniel pour payer certaines dettes et crédits dont leur hypothèque. La défense a d'ailleurs fait appel à un expert financier qui a témoigné que le fait de retirer l'argent du compte retraite de Daniel avait été une solution idéale pour aider le couple à se remettre sur pied. Ensuite, Nancy a déclaré qu'il prévoyait aussi de vendre la maison afin d'en acheter une plus petite. Donc là, elle a vraiment tenté par toutes ses déclarations de rejeter l'allégation selon laquelle elle aurait tué son mari pour l'argent. Concernant maintenant les 10 assurances vie souscrites, bon ça fait quand même beaucoup 10. La défense a malgré tout tenté d'expliquer ça, en déclarant que durant un temps, Nancy avait travaillé dans les assurances et qu'elle devait vendre donc divers produits, vendre diverses assurances. La défense a alors déclaré qu'elle avait souscrit plusieurs assurances à ce moment-là pour montrer sa confiance envers son entreprise et parce qu'elle recevait aussi une commission à chaque produit vendu. Donc, d'où les 10 assurances vie souscrites. Sauf que le couple versait plus de 1000 dollars chaque mois dans ses polices d'assurance. C'est une somme énorme, surtout si l'on considère qu'ils avaient des problèmes financiers. Dans ce cas, pourquoi Nancy maintenait-elle, gardait-elle toutes ces assurances malgré leurs problèmes d'argent? C'est une question qui a été également soulevée. Ensuite, concernant les images de surveillance, rappelez-vous qu'au début, elle a déclaré aux policiers qu'elle était chez elle au moment du drame. Sauf que les images l'ont ensuite placée sur les lieux du drame. Donc, c'est contradictoire. Elle a alors été interrogée à ce sujet et a déclaré avoir un trou de mémoire le jour de la mort de son mari. Elle a malgré tout confirmé que la personne dans la voiture sur les images lui ressemblait, mais qu'elle ne se souvenait pas des événements exacts de la journée à cause d'une amnésie due au choc de la mort de son mari. Elle a cependant dit qu'il était en effet possible qu'elle ait pu conduire sa fourgonnette jusqu'à l'institut culinaire, mais que sa présence n'était qu'une simple coïncidence. Elle a alors déclaré penser s'y être arrêtée pour prendre des notes pour son prochain livre. Elle a dit qu'elle supposait s'être garée dans un parc ou être tout simplement restée dans sa camionnette, donc pour écrire. Concernant maintenant les différentes armes qu'elle a achetées, elle a déclaré avoir en effet acheté un Glock 17 ainsi qu'un kit de pistolet fantôme, mais que concernant ce kit, elle a déclaré que c'était uniquement pour des recherches pour un futur roman qu'elle prévoyait d'écrire. Elle aurait donc acheté ce kit par souci de réalisme pour son livre. Apparemment, son livre allait porter sur une femme qui a lentement acquis des pièces d'armes à feu pour reconstituer une arme et ainsi renverser la situation, prendre le contrôle sur un mari violent. Concernant maintenant l'autre arme, le Glock 17, pour cette arme, elle a expliqué qu'elle l'avait acheté pour son mari Daniel afin qu'il se protège lorsqu'il partait se promener dans les bois. Donc ça, ce sont tous les arguments avancés par Nancy par la défense. Concernant maintenant l'accusation,
Eh bien, les procureurs ont fait valoir que Nancy était la seule personne qui avait un motif sérieux pour tuer son mari. Ils ont alors déclaré que selon eux, le 2 juin 2018, elle aurait suivi son mari à son travail à l'Institut culinaire de l'Oregon et lui aurait tiré dessus 2 fois. Les preuves qu'ils avancent pour cela sont les bandes vidéo des caméras de surveillance des rues se situant autour de l'école, leurs difficultés financières, la police d'assurance vie d'1,5 million de dollars que Nancy récolterait en cas de décès de son mari, ainsi que l'indemnisation en cas d'accident de travail et enfin aussi la lettre qu'elle a envoyée 4 jours après le drame pour percevoir tout cet argent. Concernant maintenant l'article qu'elle a écrit en 2011, Comment assassiner son mari ? Eh bien cet article n'a pas été reconnu comme preuve lors du procès, car il a été écrit beaucoup trop d'années auparavant pour être pertinent et recevable. Donc les jurys n'ont pas été autorisés à en tenir compte dans leur jugement. Mais l'accusation a cependant fait allusion à un passage de cet article sans le nommer directement. En fait, ils ont interrogé Nancy en lui demandant « S'il y a une chose que vous savez sur le meurtre, c'est que n'importe qui est capable d'en commettre un ». Et donc la question du procureur était très précise, car il voulait faire référence au passage dans son article où elle dit « Ce que je sais du meurtre, c'est que chacun d'entre nous en est capable quand on le pousse assez loin ». L'accusation a donc simplement voulu rappeler au jury que Nancy avait déclaré que n'importe qui était capable de tuer. D'ailleurs, d'après vous, cet article est-il un simple article de suspense ou bien a-t-elle réellement pensé à tuer son mari en l'écrivant, en sachant qu'elle a écrit 7 ans plus tôt ? Enfin, pour en revenir un peu à la défense, eh bien, elle a ensuite suggéré que quelqu'un d'autre aurait pu tuer Daniel. Pour eux, il aurait bien pu s'agir d'un vol qui aurait mal tourné. Pour cela, les avocats de la défense se sont alors appuyés sur la vidéosurveillance du quartier, notant alors que des sans-abri semblaient se trouver dans le quartier ce matin-là. La défense a alors fait valoir qu'il était possible qu'un sans-abri ait pu suivre Daniel jusque dans son école puis qu'il l'ait tué. D'ailleurs, Nancy a ensuite déclaré se souvenir d'avoir vu un homme mystérieux dans une camionnette blanche le jour du drame, qui n'arrêtait pas d'aller et venir selon ses dires. Bon, c'est assez étrange qu'elle ne se souvienne pas de ses propres allées et venues le jour du drame, mais par contre, elle se souvient très bien d'avoir vu un homme mystérieux rôder autour de l'école. Nous voilà maintenant plus d'1 mois après le début du procès, où un rebondissement a lieu. En mai 2022, quelques semaines après le début du procès, on apprend que Nancy a avoué accidentellement à sa compagne de cellule avoir tué son mari. Sa codétenue s'appelle Andrea Jacobs et elle a été condamnée pour détournement de fonds. Et en fait, Andrea a déclaré qu'elle discutait avec Nancy du meurtre de son mari dans leur cellule quand, soudainement, à un moment de la conversation, Nancy lui a dit que son mari avait été tué à bout portant. Après quoi, la conversation est devenue gênante car Nancy s'est rendue compte qu'elle venait de faire un lapsus et d'avouer un détail concernant le meurtre. Bon, malheureusement, cette déclaration n'a pas pu être apportée lors du procès car il était beaucoup trop tard pour amener un nouveau témoin à la barre. Et à la fin des 7 semaines de son procès, Nancy Crampton a été reconnue coupable de meurtre au 2e degré. Elle n'a montré aucune émotion quand le verdict a été annoncé. Nancy Crampton a été condamnée à la prison à perpétuité. La défense a prévu de faire appel. C'en est maintenant terminé pour cette affaire. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, eh bien j'attends vos retours, vos commentaires, vos avis, ce que vous pensez de cette affaire. Et moi, je vous dis tout simplement à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.